Donc Nicolas, qui est ingénieur de recherche et ingénieur projet à la délégation d'ingénierie de projet de l'Université de Lorraine, et qui va vous présenter voilà, plusieurs illustrations de projets qui ont été menés. Merci beaucoup, Nicolas, la parole est à toi. Merci Magali, bonjour à tous. Tu peux me confirmer que vous voyez la présentation? Oui, c'est bon, Nicolas, on voit la présentation. Ok, parfait, merci. Je vais essayer d'être assez bref. Hein. L'idée, c'était qu'on vienne illustrer les projets de coopération, de partenariat de coopération, pour vous donner un peu des exemples de ce qu'on peut faire dans ce dispositif du programme Erasmus+. Donc moi, j'en ai sélectionné trois différents. Alors, on en a un en sciences dures. J'aime pas trop le mot-là, mais voilà, en sciences dures. J'en ai mis un plutôt dans le secteur sciences humaines et sociales, en coordination, en tant que partenaire, et j'en ai mis aussi avec différents secteurs. On vise les étudiants, on vise les lycées, voilà, pour que vous donniez un peu un panel assez varié de ce qu'on peut faire. Donc, j'ai pris des projets qui sont issus de l'ancienne programmation, parce que la nouvelle programmation de 2021-2027, voilà, les appels à projets, on a entendu qu'on allait avoir les résultats bientôt, les projets vont à peine être lancés, donc on n'a pas forcément pris d'exemple pour la nouvelle programmation. Donc faites attention, entre l'ancienne programmation, vous pourriez observer des petits décalages, surtout peut-être dans les budgets ou les règles de participation. Voilà, donc ça c'est un point de détail. Le premier projet, je ne sais pas si ma slide elle passe. Ouais, voilà. Donc le premier projet, c'est le projet High Schools. C'est un projet qui concerne la thématique hydrogène, pile à combustible, donc vraiment qui vise les enseignants des écoles secondaires, donc vraiment collège, lycée. C'est un projet qui regroupe 8 ou 9 partenaires, je crois, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partenaires, voilà. Il est coordonné par le centre d'innovation de la pile à combustible à Manchester, en lien avec l'université de Manchester. L'université de Lorraine, dans le cas-là, était partenaire du projet. Vous pouvez voir qu'on regroupe des Belges, des Grecs, des Italiens, des Roumains. C'est pour vous donner un peu l'ampleur des partenariats en termes de nombre de partenaires. On a vu que la règle de base, c'était 3 partenaires minimum de 3 pays différents, ou 2 pour les partenariats simplifiés. Ici, vous voyez que concrètement, il nous a fallu un peu plus de partenaires. J'ajouterai aussi un point de détail. Si vous vous limitez à 3 partenaires minimum, qui est la condition d'éligibilité de votre projet, on a toujours un risque pendant le projet qu'un des partenaires soit défaillant et quitte le consortium. Dans le cas là, on se retrouve à 2 partenaires, votre projet n'est plus éligible. Donc attention toujours quand on représente un projet où on a le minimum de partenaires demandés. Voilà, pour aller au bout, on a toujours des risques supplémentaires. Donc ici, c'est un projet qui était sur 30 mois et qui... 30 mois, alors ils ont eu une prolongation de 6 mois, il me semble, donc plutôt 36 mois, et un budget de 332 000 €. Alors les objectifs du projet, c'était vraiment de créer des ressources éducatives pédagogiques, tout ça en ligne pour les écoles du secondaire. Donc c'est des ressources pédagogiques dédiées aux élèves mais aussi aux enseignants. L'idée c'est vraiment de fournir des séquences pédagogiques complètes. L'idée c'est vraiment aussi, un autre objectif, c'était d'accroître la capacité des enseignants à former les jeunes sur les piles à combustible. Surtout en leur donnant confiance, en leur donnant des connaissances et des supports leur permettant d'enseigner cette discipline aux élèves. Et ça permet aussi d'aider les écoles à améliorer leur enseignement dans ce domaine particulier. Et l'objectif, l'impact espéré, c'était vraiment que les nouveaux étudiants qui sortent de ces écoles, de ces lycées, arrivent avec des compétences accrues dans le domaine de l'hydrogène, parce que c'est un domaine en pleine croissance, que ce soit dans le domaine du transport ou de l'énergie, c'est quelque chose qui monte en puissance et qui est très très large, donc voilà, c'était l'idée du projet. En termes de livrables et d'activités, ça s'est traduit par... Alors, j'ai mis quelques livrables, hein, j'ai pas tout mis. Tous les livrables sont disponibles sur le site internet du projet. Donc, ils ont préparé des séquences d'enseignement. Alors, c'était basé sur un jeu de cartes essentiellement, mais ils ont aussi fait des supports pour ce jeu et ces séquences pour les enseignants, pour les étudiants, enfin pour les élèves.
il y avait des quiz, il y avait des activités diverses et variées. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur le site internet. Ils ont également fait des supports vidéo en complément des activités pédagogiques. Et puis surtout, ils ont travaillé aussi à des guides pour les enseignants, justement pour prévoir et proposer des séquences pédagogiques complètes. Ils ont abordé quasiment tous les sujets qui tournent autour de l'hydrogène et de la pile à combustible, hein, que ce soit les technologies, que ce soit la production, le stockage, la distribution, mais aussi des sujets qui sont un peu plus sociaux, comme l'histoire de l'hydrogène, mais aussi les impacts sociétaux, l'économie et l'emploi, tout ce genre de choses. Donc c'est assez varié, assez divers. C'est des séquences qui sont indépendantes à chaque fois, souvent, donc on n'est pas obligé d'en suivre une pour l'autre, mais voilà, on peut aborder avec ses élèves une partie ou tout le programme qui est prévu, si on veut. Concrètement pour l'Université de Lorraine, le rôle, nous on a eu 2 laboratoires engagés dans ce projet. On a eu le LEMTA, c'est le laboratoire d'énergie et de mécanique théorique appliquée, et on a eu le laboratoire Perseus qui est la psychologie ergonomique et tout ce qui est lié à l'utilisation, à l'usager. Donc nous on a participé en tant que partenaire au développement des contenus pédagogiques et des supports. On a aussi, alors dans le cadre de ce projet, on a aussi repris les activités d'un partenaire qui n'avançait pas, qui ne travaillait pas forcément au rythme attendu et au niveau de qualité attendu, exigé du projet. Donc on a repris une partie de ces activités avec une reventilation budgétaire associée derrière, hein, toujours. Donc voilà, ça arrive dans la vie des projets, hein, ça peut être des fois assez compliqué. Un projet, c'est vivant sur plusieurs années, donc on prévoit quelque chose et on essaye de pas trop dévier durant la vie du projet. On a aussi participé à l'évaluation des livrables en situation, c'est-à-dire qu'on a participé avec les élèves et les enseignants à valider la qualité des livrables qu'on a produits. Donc je vous ai mis aussi le lien pour le site du projet, vous retrouverez tous les livrables justement, puis beaucoup plus d'informations que ce que je vous ai donné là. Et le dernier point sur ce projet, je finis toujours par un point d'impact vraiment qui a impacté notre établissement pour essayer de vous donner un peu des choses des résultats en plus du projet. Donc ici, par exemple, j'ai marqué le développement de nouvelles collaborations en innovation pédagogique. Ça correspond à une enseignante-chercheuse chez nous qui travaille justement dans l'innovation pédagogique, qui a plusieurs projets dans ce domaine-là, qui était très axé sur les écoles et qui s'oriente de plus en plus maintenant, grâce au partenariat stratégique-là, vers le monde, la formation continue, la formation professionnelle dans le secteur de l'automobile, avec toutes les innovations de formation numérique, enfin tout ce qui est digital et tout ce qui est immersion, surtout pour la fabrication de voitures, de véhicules, vous savez, de l'enseignement justement dans des mondes immersifs où on déplace les objets avec des casques virtuels, ce genre de choses. Et voilà, tout ce développement-là est issu de ce projet iSchool. C'était pas forcément un résultat ou un impact attendu, mais c'est venu de ce projet-là. Donc ça permet aussi de développer d'autres choses. Le deuxième projet, alors celui-là, c'est un projet qui concerne les sciences humaines et sociales. Il porte sur le développement d'un cursus en diplomatie publique des entreprises ou civiques. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la diplomatie civique, ni publique, ni en entreprise, mais c'est un projet qu'on a eu en coordination, justement. L'Université de Lorraine était coordinateur, donc c'était la composante SHS à Nancy qui portait le projet. Je peux même aussi vous dire que la coordinatrice du projet est devenue vice-présidente de l'université rapidement au début du projet, et qu'elle a quand même réussi à mener de front son projet et son mandat de vice-présidente, ainsi que sa recherche quotidienne. Donc c'est un plus petit partenariat en termes de nombre de partenaires, hein, ils sont 5. Par contre, ils avaient pas mal de partenaires associés qui ne recevaient pas de financement, hein, mais qui étaient là pour apporter leur expertise, des fois dans le développement du programme ou pour valider certaines choses. Ils avaient une durée de 30 mois, je crois qu'eux aussi ont été prolongés, et un budget équivalent au projet précédent de plus de 300 000 € pour faire le projet.
ici, l'idée, c'était vraiment de développer les connaissances d'une nouvelle pratique émergente qui est la diplomatie civique en entreprise ou publique. Alors, on connaît la diplomatie entre les États. Ici, l'idée, c'est d'explorer la diplomatie d'une entreprise en termes de communication, quand elle va aussi démarcher les États pour vendre aussi des choses, mais aussi les citoyens, voilà, la diplomatie avec les citoyens, ainsi de suite. Donc c'était l'idée aussi de développer tout un programme européen dans cette nouvelle discipline pour les professionnels, pour les apprenants, que ce soit tout au long de la vie, pour les étudiants en formation initiale, ainsi de suite. Et il y avait un autre objectif qui était d'accroître la sensibilisation à la citoyenneté européenne. Donc on voit que c'est un des objectifs aussi majeurs d'Erasmus+. Et du coup, alors en termes d'activité, ça s'est concrétisé par ils ont écrit pas mal de guides ou des rapports de bonnes pratiques entre eux. Alors ils ont matérialisé ça sous forme de MARP book. Ils ont aussi fait énormément de conférences ou de talks pour se rencontrer, échanger, définir un peu voilà, qu'est-ce qu'on entendait par diplomatie civique en entreprise, ainsi de suite, pour préparer les contenus de formation, parce que ça a intégré énormément de sujets différents. Et ils ont programmé, ils ont réalisé des programmes de formation intensifs pour les étudiants ou pour d'autres personnes. Ce projet a été fortement contrarié par la Covid-19, hein, les programmes de formation intensifs. Il me semble que le deuxième, une partie s'est fait à distance. On a dû s'adapter en cours de route. Donc c'était assez chaotique sur la fin. Ils ont abordé des sujets très variés dans le domaine, hein, que ce soit la communication scientifique, les relations publiques, tout ce qui est sciences politiques, journalisme, tout ce qui peut rentrer en ligne de compte pour ce type de cursus. Au niveau de l'Université de Lorraine, on était coordinateur, donc on gérait les relations avec l'agence, gérer le suivi du projet, que ce soit administratif ou financier, prendre le lead sur le consortium pour respecter les deadlines, pour que la qualité des livrables soit au rendez-vous, ainsi de suite. On a aussi participé aux activités du projet en tant que tel, hein, le développement des contenus pédagogiques, les activités de recherche ou même animer des formations. Donc encore une fois, là je vous ai mis le lien pour vous retrouverez plus d'informations sur le réseau MARP, mais sur le projet aussi MARP Diplo. Et au-delà du projet, il y a vraiment eu un renforcement du réseau entre les partenaires et un développement de la discipline, de cette nouvelle discipline qui, on pense qu'elle va... Les résultats du projet vont être exploités au-delà du projet. Ça, c'est toujours demandé dans les projets européens, mais là, on pense vraiment que ça va être intéressant et que ça risque de se développer dans les prochaines années. Et puis voilà, j'avais renoté le Covid-19 qui est venu embêter tout ça. Sachez aussi, pour le projet là, on a un audit de l'agence qui a démarré, qui commence. C'est aussi pour vous familiariser avec le respect des règles, la bonne gestion des projets et permettre de rendre compte à l'agence. Encore une fois, comme le disait tout à l'heure Aude, on est vraiment essentiellement sur de la vérification des activités. Est-ce qu'on a eu des problèmes pour réaliser les activités? Est-ce qu'on a réussi à les mener à terme? Est-ce que les livrables sont de qualité suffisante? Est-ce que l'impact a été mesuré et prévu pour être disséminé, ainsi de suite? Donc c'est ce genre de choses qu'on doit montrer aussi pour justifier les forfaits qu'on a reçus concernant la subvention de la Commission européenne. Le dernier projet, le troisième, c'est un plus petit projet qui concerne juste l'échange, le développement des bonnes pratiques pour l'éducation en sciences et surtout la promotion de la science en Europe pour les jeunes, donc encore dans le secondaire. Donc ici, on avait un partenariat, alors nous on était partenaires de ce projet-là, je l'ai mis parce qu'on vise vraiment des lycéens qui vont arriver à l'université dans 1 ou 2 ans. L'idée ici, donc ils ont eu un projet un peu moins long, 25 mois, ils ont eu un budget moins important aussi parce qu'il n'y avait pas forcément des grosses activités à mettre en place. Donc c'était essentiellement des pays, j'allais dire pays de l'Est, l'Estonie est assez haute, mais pays de l'Est avec la France. Donc vous voyez que le partenariat, on a
3 pays simplement. On a plusieurs partenaires, mais seulement issus de 3 pays. Donc vous pouvez réduire le consortium vraiment à ce qu'il est nécessaire pour réaliser le projet. Il n'y a pas, comme on disait tout à l'heure, pas de conditions de critères géographiques. Voilà, il faut vraiment trouver les compétences que vous voulez pour réaliser votre projet. Et ici, l'objectif, c'était vraiment d'échanger des groupes d'élèves. Donc, les écoles ont envoyé leurs élèves chez les autres partenaires et vice-versa, d'ouvrir l'internationalisation et de présenter tout ce qui est multiculturel aussi. Les enseignants, eux, ont eu beaucoup d'échanges de pratiques sur l'enseignement scientifique et technique dans les lycées, dans les écoles. Donc chacun a apporté sa manière de faire, apporté des nouveaux concepts qui peuvent être repris par les autres. Et l'idée, vraiment l'objectif du projet, c'était d'attirer les élèves vers l'enseignement supérieur scientifique. Alors je ne sais plus s'il y a eu des actions spécifiques pour les jeunes filles du scolaire, je ne me souviens plus, mais je sais que sur les réseaux sociaux, ils ont été très actifs pour l'ensemble du public. Donc ce qu'ils ont fait concrètement, c'est des réunions d'échange de pratiques entre enseignants pour discuter de leurs pratiques et mettre en place des nouvelles, essayer d'adapter ce qu'ils faisaient. C'était des visites d'installation, ça peut être des ateliers aussi, ainsi de suite. Ils ont mis en place des activités pédagogiques éducatives pour les élèves sous forme de TP avec des expériences scientifiques, des visites d'installation aussi pour comprendre la finalité des fois de la science. Et ils ont fait beaucoup de mobilité des élèves. Et la mobilité ne se résumait pas qu'à la science, il y avait aussi la découverte du pays, de la ville, de la culture, des choses comme ça. Donc ils ont abordé, les sujets qu'ils ont abordés, c'était la science et la technique en majorité, mais aussi l'histoire, la culture, tout ce qui était médias, communication aussi. Nous, ce qu'on a fait dans ce projet-là, on a accueilli des élèves et on a animé des sessions TP scientifiques pour les élèves, mais aussi participé forcément aux réunions d'échange avec les enseignants pour les pratiques pédagogiques, essayer de promouvoir et de proposer aussi des solutions. On a réalisé des visites d'installation de nos plateformes scientifiques pour les élèves et les enseignants. Alors je vous ai mis un lien Facebook parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de site internet pour ce projet-là, mais vous verrez les échanges aussi et comment ils arrivent aussi à disséminer une des actions obligatoires dans les projets européens via ce réseau social. Et je crois que j'ai fini. Parfait, merci beaucoup Nicolas. C'est intéressant de mettre le focus en particulier sur les apports de ces projets et puis vous l'avez vu aussi sur la diversité des partenaires qui peuvent être associés à ces projets avec à la fois des établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement secondaire aussi. Donc voilà, comme on peut aussi avoir des acteurs du monde économique. Donc voilà, merci beaucoup pour ces illustrations. Si vous avez des remarques et des questions à l'attention de Nicolas sur les projets, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de conversation. Moi, j'ai juste une dernière remarque à faire à l'Assemblée. J'ai pas accentué le quotidien des chercheurs ou des personnes qui ont porté les projets, puisqu'on a une table ronde à ce sujet le 15 à Metz. Donc, je vous invite encore, si vous le pouvez, à vous inscrire pour la journée à Metz du 15, où on aura vraiment là une discussion sur le quotidien des chercheurs qui sont engagés dans des projets Erasmus+. Exactement. Et en plus, le plaisir de vous accueillir et de vous voir en vrai à Metz avec aussi nos collègues de l'agence qui seront présents. Merci. Donc, merci beaucoup, Nicolas.